Alors, bonjour à tous. Tu es prêt, Wilfran? Ça va? Oui, oui, Tu je as suis revu prêt. tes émotions? Non, ça va, ça va, ça va. Euh, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire Trax du 26 avril 2024 et nous accueillons aujourd'hui Wilfran Mufuna Okia qui travaille à la division des services de prévision du climat à l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, qui est une institution des Nations Unies qui est spécialisée dans les questions météorologiques et climatiques. Et à ce titre, Wilfran facilite la collaboration entre les 193 pays membres de l'OMM en matière de services climatiques. La spécialité de départ de Wilfran, c'est tu es ingénieur météorologique et modélisateur du climat régional et en fait tu as eu tout un parcours jusqu'à ton poste actuel. En particulier, tu es passé par le TSU, le Technical Support Unit du groupe de travail d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, pour le rapport sur le réchauffement planétaire de 1,5 degré. Donc, je te laisse la parole, je te laisse partager tes slides et puis Merci. nous prendrons les questions et les discussions après ta présentation. Merci Merci à beaucoup, tous d'être Massa. présents. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme a dit Massa, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de TRAC pour l'occasion qui est faite à l'OMM et à moi-même pour de partager avec vous quelques idées sur en fait le changement d'approche ou de paradigme en ce qui concerne la fourniture de services climatiques dans des régions vulnérables, en particulier dans les régions d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Donc voilà, je voudrais juste échanger avec vous. En fait, c'est des idées qui sont assez récentes. C'est un peu pour essayer de recevoir vos retours et puis essayer aussi également de savoir si ces idées qui sont surtout développées pour les pays les moins avancés peuvent avoir un écho dans d'autres régions du monde. Donc, en fait, c'est un peu l'idée que j'avais derrière. Donc, en fait, ce que je voudrais faire ici, c'est aborder la présentation en 3 points. En fait, je voudrais juste rappeler, alors je sais que pour certains d'entre vous, c'est des choses qui sont très connues, et pour d'autres moins, le cadre opérationnel et la méthodologie qui est utilisée pour fournir des services climatiques. Ensuite, je vais insister sur les leviers sur lesquels nous travaillons pour essayer de transformer ce paradigme et finir en présentant quelques applications de cette approche. Donc, pour commencer, j'ai pensé qu'il était peut-être important pour moi de préciser le contexte dans lequel s'inscrit cette présentation. Et il y a deux éléments qui sont importants à retenir ici. C'est que le premier, bon, ce n'est pas une surprise, c'est le réchauffement climatique. Et puis l'idée qui a été longuement abordée dans le 6e cycle d'évaluation du GIEC, selon laquelle avec chaque incrément de ce réchauffement, les impacts sur les milieux naturels et humains devraient être plus palpables, surtout en raison de l'intensification des extrêmes climatiques. Bon, ça, c'est quelque chose qui est acquis pratiquement. Et l'idée qu'il y avait derrière aussi ces conclusions, c'est la nécessité de développer des services climatiques, et je reviendrai sur la définition plus tard, qui permettrait non seulement de mieux gérer les risques liés aux évolutions climatiques, mais surtout qui permettrait d'assister dans l'adaptation et même l'atténuation des effets du changement climatique. Donc ça, c'était une direction qui a été euh, le moteur des services climatiques dans beaucoup de régions pendant plusieurs années. Mais récemment, il y a un deuxième élément qui s'est rajouté, c'est cette idée qui a été mise sur la table par le secrétaire général des Nations Unies il y a 2 ans, une initiative qui s'appelle en français, j'essaie de traduire, système d'alerte précoce pour tous. En fait, l'idée du secrétaire général, c'était de dire qu'il souhaiterait que dans les 5 prochaines années,
tous les pays, et non seulement les pays les plus vulnérables, seraient dotés de systèmes d'alerte précoce. Alors, du coup, ça nous a ça nous a demandé de peut-être revoir notre concept de service climatique et surtout les attentes. Essayer de trouver des services climatiques qui pourraient répondre à ces deux objectifs, un qui semblait être à long terme, en termes d'échelle de temps, et un qui est plus près de nous, sur des échelles plus courtes. Et donc, en essayant de répondre à ces deux objectifs, il nous a semblé important de revisiter nos efforts en matière de services climatiques et puis comment nous pouvions supporter et assister les pays les moins avancés sur ces questions. Donc, peut-être aussi, pour comprendre pourquoi j'ai de l'intérêt pour ces questions, c'est peut-être aussi de préciser ce que fait l'Organisation météorologique mondiale. En fait, l'Organisation météorologique mondiale, c'est une agence spécialisée des Nations Unies, à l'image de l'OMS, pour ceux qui se rappellent du Covid. La différence ici, c'est que l'Organisation météorologique mondiale est responsable, enfin, en charge de favoriser la collaboration internationale sur des questions précises, le climat, la météorologie et l'hydrologie. Alors, comment nous abordons ces questions? Donc, j'ai essayé de préciser les quatre lignes directrices. La première, c'est là où je suis le plus concerné, c'est de mieux comprendre les besoins de la société. Et en fait, on le fait à travers la fourniture d'informations et de services qui sont, un, accessibles, deux, orientés vers les usagers, et puis trois, qui sont basés sur les avancées scientifiques. Donc, le mot service est très important au niveau de l'Organisation météorologique mondiale. Il y a d'autres éléments encore peut-être plus importants, un effort de l'organisation en matière d'amélioration des systèmes d'observation, que ce soit sur l'océan, que ce soit sur Terre. Et donc, l'organisation essaie de renforcer la collaboration sur cette question. Et aussi, il y a un volet recherche qui est essayer de coordonner d'améliorer la compréhension du système climatique. Alors, juste une anecdote ou une parenthèse ici, l'Organisation mondiale météorologique est la mère ou le père du GIEC avec l'UNEP. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a le lien assez fort. Et puis enfin, un élément important, c'est d'essayer de combler les disparités entre les nations, faire en sorte que toutes les nations puissent bénéficier des avancées scientifiques et technologiques en matière de météorologie, climat et d'hydrologie. Donc, pour, pour, pour nous organiser au niveau de l'OMM et puis pour essayer d'être assez efficace, nous avons une conception assez peut-être pas très géographique du monde. Nous avons divisé le monde en différentes régions, 6. Alors, je vais commencer par une région qui est proche de nous ici, l'Europe. Pour nous, la région Europe, qui est appelée région 6, elle va du bassin méditerranéen jusqu'au Groenland. Nous avons la région Afrique, la région Amérique du Sud, la région Pacifique, et ainsi de suite. En fait, dans chaque région, on essaie de coordonner la collaboration, enfin les efforts des pays qui se trouvent dans ces régions. C'est plus efficace. Alors, donc, les projets sont souvent centrés par région, et même si le siège de l'organisation est basé à Genève, nous avons des directions ou des bureaux dans toutes les 6 régions. Donc ça, c'est pour les généralités. Alors, on peut passer au vif du sujet. Donc, la première partie qui va concerner le cadre opérationnel et méthodologique des services, des services climatiques. Je vais commencer par une diapo assez provocatrice sur la définition de services climatologiques. Donc, je précise que je vais prendre une définition qui est proche de l'OMM. Il y a plusieurs définitions, vous trouverez dans la littérature, mais je prends celle que nous utilisons enfin, au quotidien et puis qui nous semble un peu plus pratique. Donc, pour faire simple, service climatique, d'autres diront service climatologique, c'est juste l'idée d'être capable de fournir de l'information climatique et de l'utiliser par ou pour des organisations, des individus, dans l'idée que cette information pourrait aider à prendre une meilleure décision
dans un secteur qui est affecté par les variations climatiques. En gros, c'est ça. Et puis, maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que quand on parle de services climatiques, il y a 4 dimensions importantes à prendre en compte. La première, c'est de bien comprendre les usagers. C'est-à-dire qu'il faudrait, et ça c'est une condition pour nous primordiale, d'avoir un espace d'échange entre les communautés d'usagers et celles qui produisent l'information, ce qu'on appelle nous souvent des interfaces. Alors, ce n'est pas une plateforme électronique, ça peut l'être, mais c'est souvent une plateforme d'engagement, un forum, enfin, il y a plusieurs formes. Ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire connaître les usagers. Le second, c'est d'avoir une très bonne idée des besoins. Donc, connaître les besoins des usagers, parce que les services doivent être mis en place pour répondre à des besoins. Pour nous qui venons de la communauté scientifique, souvent c'est très compliqué. On pense qu'on a le meilleur, enfin c'est pas une provocation, qu'on a le meilleur outil, et puis on dit voilà ce qu'on produit, et puis on demande aux usagers d'utiliser ce qu'on produit. En fait, ici c'est tout le contraire. On essaie de vraiment d'abord comprendre les besoins, et puis ensuite essayer de répondre à ces besoins. Le troisième élément, c'est celui qui est proche de presque tous dans l'audience ici, c'est de s'assurer qu'on utilise les meilleures connaissances, la meilleure technologie, la meilleure science pour répondre à ses besoins. Et enfin, il y a un quatrième élément qui est peut-être aussi très critique ici, c'est la notion de co-développement. C'est-à-dire qu'ici, les services climatiques, ce n'est pas unidirectionnel, ça doit être un échange entre une communauté d'usagers et puis ceux qui produisent l'information. Donc voilà un peu les dimensions des services climatiques vus par l'OMM. Après, il y a la notion d'accès facile et en temps réel. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut discuter. Et puis, il y a plusieurs exemples. Hein. Par exemple, j'ai essayé de mettre sur la Diapo ici quelques exemples des secteurs de l'hydroénergie ou bien de l'éolien, où les services climatiques semblent être une activité qui se fait assez régulièrement. Donc ça, c'était juste des généralités, juste pour paver un peu les discussions tout à l'heure. En termes de typographie ou de typologie, alors, il y a une grande variété de services climatiques. Ce que je pourrais commencer par dire, c'est que ce n'est pas nouveau. Enfin, on peut remonter peut-être au 19e siècle, quand la marine marchande a commencé à se développer, où certains ont pensé à la nécessité de déterminer des voies maritimes. C'était déjà un exemple de service climatique. Mais aujourd'hui, on va dire, 4 grands groupes de services climatiques. On va dire ceux qui sont, alors j'ai essayé de mettre une diapo ici, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des services climatiques qui sont centrés sur l'information climatique qui est issue de nos observations ou de nos modèles ou de nos outils. Et ici, on a 2 cas de figure. On a un cas de figure où on a par exemple des cartes, c'est courant. On va dire la carte des heat waves, enfin des vagues de chaleur, par exemple. On peut la voir sur une carte en format papier ou même une application. Mais on a également un autre type de service qui est le conseil d'experts. Et par exemple, un rapport que l'on fournit pour un ministère ou pour un département d'un ministère, donc des experts climatiques qui produisent un rapport, et un peu dans l'esprit du GIEC. Donc voilà. Et puis, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des services climatiques intégrés, où cette fois-ci, on combine de l'information climatique avec d'autres types d'informations, socio-économiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, voilà, il y a plusieurs types et pour développer ces services climatiques, il a fallu penser à une espèce de cadre ou d'environnement, pour ne pas dire de régulation. Mais ce qui est important également de noter avec les services climatiques, c'est que la première distinction qu'il faudrait faire, c'est que donner n'est pas égal à information. Donc, quand on pense aux services climatiques, on a ce qu'on appelle, nous, la chaîne de valeur. C'est-à-dire, j'ai essayé d'être assez altruiste ici, mais bon, peut-être que je ne suis pas un très bon dessinateur. Mais, alors, donc, sur cette diapo, ce que j'essaie de présenter, c'est le parcours que l'on devrait faire idéalement pour produire un service climatique. Pour nous qui venons des milieux climatiques ou environnementaux, donc tout commence par l'observation du temps, de la météo, de l'océan, enfin de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on sait faire. Et ensuite,
il nous faudrait des systèmes de production, c'est-à-dire comment on transforme cette information, comment on l'archive et puis comment on la dissémine. Après, il y a une autre étape qui est le développement d'applications type pour les services climatiques. Et enfin, comment on aide la décision. Donc, tout ce parcours, c'est ce que vous voyez sur le haut de la diapo, les flèches qui vont de l'observation météo jusqu'à la décision. Après, ce qu'il est important de savoir, que le service de production, les applications climatiques et même l'aide à la décision reposent sur des piliers. Donc, juste rapidement, un des piliers, c'est la recherche et la modélisation. Un autre pilier qui va être important dans cette discussion, ce que j'appelle en anglais, c'est Climate Information Service, mais ça veut dire, enfin, si je traduis, ça serait les systèmes d'information climatique. Je expliquerai ce que ça veut dire. Il y a l'interface usagée qui est aussi important. Et en fait, tous ces éléments sont sous-jacents à la production des services climatiques. Donc, maintenant, pour développer les services climatiques, on ne sait pas tout, on ne sait pas n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle le cadre mondial pour les services climatologiques. Donc ça, c'est une espèce de partenariat qui a été mis en place en 2009 à la 3e conférence, je pense, sur le climat à Genève, où les gouvernements, enfin les 193 pays et territoires des Nations Unies, se sont réunis pour décider de définir un cadre qui permettrait de développer et d'utiliser des services climatiques. Donc, on a un partenariat gouvernement, non-gouvernement et toutes les organisations. Donc, c'est quelque chose d'assez autoritaire sur le plan légal. Ensuite, la requête de ce cadre, ou bien l'exigence, c'était de dire il faut que ce cadre fasse la place à l'intégration de l'information climatique basée sur la meilleure science, sur la meilleure technologie que nous avons. Et enfin, ce qui est important dans ce cadre, c'est que ce cadre doit bénéficier à tous les pays sans exception. Et là où c'est plus difficile, il faudrait que ce cadre permette la production. Donc, le mot en anglais, c'est opérationnel. Je vais dire, bon, pour les services climatiques, ce n'est pas comme la météo. On va dire qu'il faut être capable de produire ces services, on va dire 7 jours sur 7. Et donc, cette notion d'opérationnalité est ce qui fait de ce cadre quelque chose d'assez important. Et quand le cadre a été mis en place, il a fallu décider de secteurs parce qu'il fallait commencer petit d'abord. Donc, les gouvernements ont décidé de cibler 5 secteurs. Or, on va dire l'eau, l'agriculture et la sécurité alimentaire, deuxième, la santé, troisième, l'énergie, quatrième, et les risques. Mais l'idée, alors j'aime pas le mot prioritaire parce que l'idée au départ c'était de dire on essaie sur 5 secteurs, mais avec l'idée que ça puisse se répéter sur tous les autres secteurs. Si vous prenez par exemple les infrastructures ou le tourisme, ça devrait marcher également. Mais au départ, les gouvernements se sont arrêtés sur ces 5 secteurs. Donc ce cadre a été en place pendant 10 ans avec beaucoup de succès à travers le monde, mais aussi beaucoup de défis. Et l'année dernière, les gouvernements des pays se sont retrouvés à Genève pour décider de donner un second souffle à ce cadre après 10 ans de mise en œuvre. Donc, ce qui a été décidé à partir de 2002 et puis pour les années à venir, c'est premièrement que le cadre retienne ses piliers. Alors, j'ai précisé, les piliers du cadre, c'est l'interface d'engagement avec les usagers, ça c'est un, le système d'information climatique, deux, l'observation et le monitoring, on va dire la veille, et puis la recherche, et puis le renforcement de capacité. Alors, on va dire que les piliers n'ont pas changé. Ce qui a changé par contre, ce sont on va dire les orientations. Donc, le nouveau cadre, enfin le cadre recentré va essayer d'axer ses efforts sur les 4 dimensions que je présente sur cette diapo. La première, et c'est la plus importante à mon sens, c'est de s'intéresser pour une fois aux besoins des pays. Donc la première mission, ça sera de renforcer les capacités nationales dans la production de services climatiques. Ici, il y a plusieurs idées. Une des idées, c'est d'améliorer l'accès aux informations climatiques, aux modèles, aux données scientifiques, bien comprendre les besoins des pays à travers ce qu'on appelle les NAP, les plans d'adaptation nationaux ou bien les indices NDC et puis d'autres.
mais surtout de faciliter un processus qu'on appelle l'établissement de cadre national de services climatiques, c'est-à-dire que le cadre global des services climatiques a une valeur seulement au pays, au niveau national, où elle permettrait à plusieurs institutions dans un pays de collaborer en matière de services climatiques. Alors ça, c'est un volet qui va être important dans les années à venir. Le second volet, c'est de permettre à ce cadre, cette fois-ci, de supporter les processus internationaux, par exemple l'accord de Paris ou d'autres accords, mais surtout de faciliter au niveau national les accès à la finance climatique. Par exemple, la production de rapports, on va dire, au niveau d'un pays sur l'état du climat, l'état des services climatiques, ou bien établir des ponts avec le GIEC et d'autres organismes. Voilà. Et enfin, le troisième volet qui va être aussi important, c'est cette fois-ci d'établir des standards. Parce qu'on doit être capable de dire qui fait des bons services climatiques, qui ne le fait pas. Donc, il y a toute cette discussion, et je pense que la discussion est aussi en cours en Europe, au niveau de l'Union européenne, il y a également des activités dans ce sens. Et enfin, le quatrième volet, qui est ce que nous appellerons business as usual, ça veut dire que c'est ce qui a été fait pendant 10 ans. On va continuer à renforcer toutes les composantes du cycle de valeur des services climatiques, c'est-à-dire observation, prévision, et ainsi de suite. Et voilà un peu les directions du cadre à partir de maintenant. Alors, peut-être une information supplémentaire ici, c'est de dire que en termes de secteur, les pays membres ont décidé de rajouter un secteur ici qui est l'urbain. Donc, parmi les secteurs prioritaires, il y aura également tout ce qui touche à la ville et tout. Voilà un peu. Donc, ça, et c'est en ce sens aussi que ça devenait important de trouver un moyen de faciliter les services climatiques dans les pays en voie de développement en regardant les nouvelles directions du cadre, par exemple le numéro 1, qui est vraiment la nécessité pour les pays d'avoir accès à la meilleure information. Donc ça, c'était pour le cadre opérationnel. Maintenant, il y a quelques leviers que j'ai choisis pour faire avancer le déploiement des services climatiques à travers le banc. Et ici, je suis un peu biaisé parce que j'ai pris les angles qui sont sous ma responsabilité. Il y a d'autres domaines, c'est-à-dire que d'autres collègues mettraient d'autres éléments, mais je vais axer les éléments qui sont sous ma responsabilité au niveau de l'OMM. Donc, le premier, c'est le système d'information climatique. En gros, c'est quelque chose de très simple, même si le nom est un peu confus ici. L'idée ici, simplement, c'est d'avoir des mécanismes institutionnels, opérationnels, et même des infrastructures qui nous permettent de collecter, analyser, disséminer, produire des informations climatiques qui concernent le présent, le passé et le futur. En fait, toutes les échelles de temps climatique, ça c'est un. Comment nous avons décidé d'aborder cette question? La première, c'est de travailler à 3 niveaux. Un niveau planétaire. Alors, l'idée, c'est simple, c'est de dire que le climat n'a pas de frontières. Hein. Donc, si on a une mauvaise compréhension de ce qui se passe à l'échelle planétaire, ça sera difficile d'avoir les meilleurs services au niveau national. Donc, il faudrait qu'on ait un accès à la meilleure information planétaire. Donc, je reviendrai ici pour dire comment on le fait. Et puis, le deuxième niveau, c'est le niveau régional, parce qu'on part du principe que, il serait difficile de renforcer les capacités de tous les pays du monde, 193 pays plus certains territoires, au même niveau. Par contre, si on renforce les régions, on peut s'assurer que les régions établissent des liens avec les pays qui pourraient faciliter le développement des services climatiques dans les pays qui sont contenus dans une région. Ça, c'est la philosophie derrière. Et au niveau national, parce que c'est le plus important, parce que la demande des services climatiques est initiée ou stimulée au niveau national, il faudrait qu'on renforce les capacités au niveau national. Maintenant, les 3 niveaux ne sont pas isolés, ils doivent interagir. Donc, le national interagit avec le régional. Un exemple, les données d'observation qui sont collectées au niveau des services météo sont utilisées par les centres régionaux pour développer des ensembles, des jeux de données régionaux consistants. Et puis, les mêmes sont utilisés au niveau global pour, par exemple, valider nos modèles et ainsi de suite. Donc ça, c'est la philosophie. Elle va du bas vers le haut ou du haut vers le bas, peu importe.
Donc, les 3 niveaux concernés. La deuxième chose qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas travailler en silo. Euh, Premièrement, on travaille avec toute la communauté externe à l'OMM, par exemple Copernicus, je prends par exemple le World Climate Research Program, le World Weather Research Program, le GIEC, tout ce qui fait de la recherche à l'extérieur, on collabore avec eux pour être sûr qu'on bénéficie de la meilleure science et des meilleures avancées technologiques. Et ensuite, on travaille aussi avec les commissions techniques de l'OMM, ce qui est très important, c'est-à-dire que un des rôles des commissions techniques de l'OMM, c'est de développer des régulations, le mot, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, des régulations, enfin des guides qui sont acceptés par les pays en les 193. Donc, on essaie de collaborer avec eux pour essayer d'avoir des guides pour les pays. Et puis enfin, on essaie de connecter nos efforts avec les secteurs, agriculture, énergie et puis les autres. Juste un exemple de produit à l'échelle planétaire dont nous disposons. Enfin, on va dire que depuis, là, ça fait 2007, ça fait presque 2 décennies, 15 pays membres de l'OMM. Je parle là de l'échelle qui va du mois à l'année. 15 pays à travers la planète, on peut les citer, Météo France par exemple, le Canada, les USA, le Japon et d'autres, produisent pour les pays membres, distribuent aux pays membres leurs prévisions saisonnières. Donc, tous les mois, ces 15 pays mettent en ligne leurs produits pour tous les services météo des pays. Donc ça a été là depuis, comme j'ai dit, depuis 2007. On a fait pareil pour l'échelle décennale. Là, on a 5 centres qui produisent ces informations et puis chaque année, on fait une prévision pour les 5 prochaines années. Donc, ça fonctionne de manière, on va dire, régulière. Et on s'est aperçu il y a quelques années qu'il était difficile pour un pays, alors je vais prendre le Vanuatu, quelque part dans le Pacifique, qui a accès aux informations de Météo France et puis de l'Environnement Canada, de mettre ces informations sur un format commun et puis essayer de les comparer, les analyser. C'était trop difficile parce que le pays n'avait pas des moyens. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer ce qu'on appelle des lead centers ou des centres de coordination. Pour l'échelle mensuelle à saisonnière ou annuelle, on a un centre coordonnateur qui, en fait, qui émet la météo coréenne et puis la NOAA aux États-Unis, qui tous les deux demande à tous les centres de leur fournir les informations, ils les mettent sur une grille commune, sur un format commun, et puis ils les distribuent aux pays. Alors c'est plus facile, ça permet aux pays membres d'avoir accès aux informations. Alors juste une remarque ici, les pays membres ici, c'est les services météo qui ont un accès protégé à ces données. On peut aussi noter que par exemple, dans le cas de l'Europe, parmi les 15 centres qui produisent l'information pour l'OMM, il y en a 9 ou 10 qui font partie du groupe de Copernicus. En fait, c'est les mêmes modèles, donc il n'y a pas de différence. Et puis récemment, depuis l'année dernière, depuis décembre, je crois, le Centre européen a décidé d'être le centre de coordination pour tout ce qui est sous-saisonnier. Donc en opérationnel, on a accès aux informations sous-saisonnières, annuelles et mensuelles, ou saisonnières, et puis décennales. Donc ça se passe tout le temps, régulièrement, c'est opérationnel. Et donc un exemple à côté, c'est une carte d'anomalie, enfin c'est une carte ils appellent ça probabilistique des précipitations, qui permet tous les mois de savoir, par exemple, ici dans quelle région on a un excédent de pluie ou on a des déficits. Et puis les cartes sont volontairement grossières parce que l'idée, c'est de dire qu'au niveau des pays, cette information doit être raffinée par les services nationaux météo. Cette information que l'OMM fournit est simplement pour donner une indication, parce qu'en fait, c'est les pays qui doivent être les maîtres des services climatiques au niveau des pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait souvent avec cette information? Donc, on a 3 produits, on va dire, phares. Le premier, et puis ça, c'est des choses qui sont sous ma direction, donc c'est plus facile pour moi de les mentionner. Donc, c'est le bulletin El Niño qui donne l'état d'El Niño dans le monde. En fait, tous les 3 mois, tous les trimestres, on produit cette information. Le second bulletin, c'est un bulletin qui fait l'état du climat saisonnier. Or, cette fois-ci,
c'est non seulement El Niño qui est pris en compte comme un moteur du climat, mais tous les moteurs du climat. Euh, tous les moteurs sont inclus et puis ça permet d'avoir à peu près une indication de l'état du climat planétaire. Et puis on fait pareil pour le bulletin décennal et cette fois-ci c'est produit une fois tous les ans. Et en fait, sur la droite, j'ai essayé de mentionner un résultat que vous avez dû voir dans les médias en mai, quand on a fait la première press release, où on indiquait par exemple que l'année 2003 avait, on avait une chance, enfin 66% de chances pour que l'une des 5 prochaines années soit l'une des, dépasse le 1,5 de l'accord de Paris, qui est encore quelque chose qu'il faut prendre avec précaution parce que la définition de 1,5, enfin je passe les détails aujourd'hui. Et donc, ces genres de bulletins permettent de manière générale d'informer la planète et les pays les plus vulnérables de l'état du climat sur la saison ou bien sur la décennie. Or, c'est souvent très utile. Et puis, on l'utilise également pour guider les activités des agences humanitaires parce que des fois, lorsqu'il y a El Niño et La Niña, elles doivent dérouler leur aide, donc elles ont besoin d'avoir cette information. En gros, et puis à l'échelle des projections climatiques, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas de centre opérationnel, on va dire, qui produisent les projections de manière régulière. Donc on s'est fondé, on s'appuie souvent sur la communauté scientifique, or les CENIP. Et puis ici, c'est un exemple d'activité qu'on a fait récemment. Or, donc, pour ceux qui connaissent, c'est le Green Climate Fund, c'est le Fonds vert du climat qui est le bras armé de l'accord de Paris. En fait, dans l'accord de Paris, il y a une indication d'aider les pays les plus vulnérables en matière d'adaptation à travers des projets. Et le Fonds vert nous a approchés il y a quelques années pour nous demander de développer une méthodologie qui permettrait à tous les pays qui font la demande de fonds, de financement au fonds, d'être sûr que le volet climat est bien représenté dans leur demande. Donc, on a développé une méthodologie avec le SMHI, enfin la météo suédoise, et puis le WCRP, où essentiellement, ce qu'on fait, on permet au pays d'avoir accès aux données CENIP, Cordex, ici. On permet au pays d'utiliser un outil qui s'appelle ClimPact, qui permet d'évaluer les impacts sectoriels. Et puis, avec les nouvelles technologies, on a essayé d'avoir une espèce d'application qui permet de localiser géographiquement les endroits les plus pertinents. En gros, c'est ça. Et chaque fois que les pays font des demandes de fonds, donc ils doivent développer une espèce de narratif où ils doivent expliquer pourquoi ils font la demande au fonds et puis en quoi le renforcement de l'information climatique aiderait à améliorer les conditions de vie dans le pays. Donc voilà, c'est un effort qui va dans ce sens. Alors, au niveau régional, c'est là où c'est peut-être le plus pertinent. Ce qu'on fait au niveau de l'OM, donc le mécanisme, le levier sur lequel on agit, c'est ce qu'on appelle les centres climatiques régionaux. Donc, ce sont des centres d'excellence dont l'objectif premier est seulement de produire une information climatique régionale. Or, un exemple, peut-être pour mieux comprendre, si je prends par exemple deux pays, alors je vais prendre par hasard comme ça, le Laos et le Vietnam, ils partagent des zones et même des forêts transfrontalières. Si le Vietnam fait une analyse pour appuyer la décision climatique en utilisant un modèle X qui n'est pas consistant sur sa région, et le Laos fait différemment avec un modèle Z, il se peut que sur la région transfrontalière, les mesures d'adaptation des deux pays divergent, simplement parce que ces modèles ne sont pas consistants au niveau régional. Donc, on a mis en place ces centres d'excellence dont le but principal, c'est d'assurer que pour la région, sous leur direction, ils ont la meilleure information. Donc, l'idée de ces centres, c'est d'avoir ce qu'on appelle des fonctions obligatoires, qui sont la prévision à longue échéance, climate monitoring et puis d'autres. Mais ce qui est important pour ces centres, c'est que ils ont une fonction qu'on appelle fonction recommandée, qui n'est pas, enfin, une fonction pour laquelle ils seront jugés, mais c'est là où ils peuvent adresser les besoins de la région. Par exemple, une des fonctions importantes, c'est les projections climatiques ou bien la recherche et le développement.
dans beaucoup de régions, ces centres coordonnent ou facilitent les projections ou l'accès aux projections et à la recherche. Donc sur la carte, c'est juste pour vous donner une indication, ces centres sont dans toutes les régions du monde. Donc vous voyez tous les signes, ce sont des centres là sur la diapo. En rouge, ce sont les centres qui sont, comment on dit, fully compliant. Ce sont des centres qui sont estampillés OMM parce qu'ils remplissent toutes les conditions de l'OMM. Donc on en a à Washington, D.C., on en a dans les Caraïbes, on en a en Amérique du Sud, on en a en Afrique, on en a en Europe même avec le réseau de centres climatiques parmi lesquels il y a Météo France, il y a les Allemands et d'autres, il y a Beijing, et ainsi de suite. Donc ces centres sont vraiment un élément essentiel pour supporter les pays dans le développement des services climatiques. Sur la carte, ce que vous ne voyez pas, c'est les centres qui sont proposés, où on a commencé à les mettre en place. Il y en a un sur l'Antarctique, pour laquelle on travaille activement. Il y en a un autre sur le Third Pole, c'est-à-dire l'Himalaya Indus, un autre. Et puis, il y en a en Afrique plusieurs, par exemple la région Suio, la Réunion et autres, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Donc, il y a plein de centres qui devraient être sur la carte, mais qui ne le sont pas, parce qu'ils sont juste dans leur phase initiale. Donc, alors, ça, c'était la production d'informations, on va dire, en utilisant les mécanismes et les infrastructures. Mais ce qui est important, comme j'ai indiqué au départ, c'est qu'il faut une interface d'échange entre usagers et producteurs d'informations. Et donc, l'OMM a ce qu'on appelle des forums climatiques régionaux. Ce sont des forums, enfin des interfaces dans lesquelles des représentants des secteurs, des représentants de la communauté scientifique, des représentants de gouvernement se réunissent pour essayer d'évaluer l'impact de la prévision sur des secteurs clés de l'économie. Donc, sur la carte de gauche, vous avez tous les forums, il y en a 21, ils sont partout. Celui qui n'est pas là, c'est le Third Pole, et puis peut-être, oui, c'est le Third Pole qui n'est pas là, mais ils sont sur toutes les régions. Et puis, ils existent depuis près de 30 ans, donc ils fonctionnent chacun à son niveau, chacun à son rythme. La difficulté qu'il y a, c'est que ces forums, pendant plusieurs années, et encore, se sont focalisés sur les échelles saisonnières, pour des raisons peut-être pratiques. Et depuis quelques années, l'OMM est dans un effort pour aider ces centres à transitionner ou à passer à un autre niveau dans lequel le saisonnier ne serait pas la seule cible, mais il y aurait d'autres échelles de temps, les projections climatiques, le décennal, le sous-saisonnier, l'observation et plein de choses. Donc ça, c'est un effort qu'on fait. Certaines régions ont commencé à le mettre en place, d'autres non, mais en fait, ça, c'est ce à quoi on tend. Et c'est le mécanisme sur lequel on travaille beaucoup pour essayer d'améliorer les services climatiques dans les pays du Sud. Et enfin, au niveau national, c'est là où est la plus grosse difficulté, parce que peu importe les mécanismes ou les outils, même la science dont on dispose, si au niveau d'un État, il n'y a pas de mécanisme institutionnel approprié pour échanger des informations, c'est peine perdue. Donc, en fait, on facilite un effort qui est celui de développer des cadres nationaux des services climatiques. Ensemble, c'est une plateforme, enfin une interface au niveau national où des représentants de différents ministères, agriculture, tourisme, se réunissent, recherche scientifique, pour essayer de comprendre la valeur et puis les besoins en information climatique. Vous avez peut-être observé que dans beaucoup de pays, les services météo dépendent du ministère du Tourisme. Ceux qui font les négociations à la COP viennent du ministère de l'Environnement et souvent, il n'y a pas d'échange. Donc, ce cadre permettrait de faciliter les échanges, en tout cas dans les pays du Sud. Donc, sur la carte, vous voyez que l'Afrique est assez... ce que je veux préciser, tout ce qui est en bleu, c'est là où il y a des cadres nationaux opérationnels qui fonctionnent normalement. Donc, la Chine, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, donc ça, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Après, dans certains pays, ils n'ont peut-être pas ce nom, mais ils fonctionnent. Mais en tout cas, là où il y avait des cadres nationaux, c'est ce qu'on a mis en bleu. Et en vert, ce sont ceux qui sont à un niveau avancé. En Afrique, vous voyez, il y en avait beaucoup. Et donc, récemment, j'étais dans les Émirats parce que là-bas aussi, il y a cet effort qui est engagé. Et puis, la semaine prochaine, je vais en Jamaïque pour continuer avec ça. Donc, beaucoup de pays sont en train de pousser ce cadre. Mais en fait, la nécessité de ce cadre, c'est vraiment de faciliter le développement de produits ciblés pour les usagers.
Donc, le changement de paradigme, il intervient à ce niveau. On va dire que sur cette diapo, j'essaie de préciser les éléments du co-développement ou de la co-conception des services climatiques. Jusqu'à présent, on a travaillé sur la partie de droite, c'est-à-dire l'opéralisation du système, c'est-à-dire comment on passe de nos modèles du global au national. Donc, on a longtemps travaillé sur ça. Et puis récemment, on a décidé de peut-être ajouter des éléments nouveaux, c'est-à-dire la première chose à faire, c'est utiliser les services, les centres climatiques régionaux pour essayer de voir comment ils peuvent vraiment travailler en harmonie avec les pays et faciliter les pays. Donc il y a ça, et puis aussi comment utiliser le forum, ça sera la partie, on va dire, système. Et de l'autre côté, il y a une partie qui est très importante, c'est comment on co-développe des produits. Donc, il faudra, identifier les priorités des pays. Donc, j'ai dit, par exemple, les plans nationaux d'adaptation, ce que le nouveau cadre a pris en compte, les NDC, vraiment un effort pour vraiment comprendre les besoins des pays. Deuxièmement, comment on peut se connecter aux autres secteurs? Parce que tout ne se passe pas seulement sur le plan climatique, il y a d'autres secteurs de la société, il y a d'autres informations qu'il faudrait rajouter dans la discussion. Donc, c'est se connecter avec les autres communautés qui sont souvent loin des communautés climatologiques ou bien météorologiques. Donc, voilà, c'est comme ça. Et puis, on a décidé d'appliquer cette approche dans les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Or, juste un élément à rappeler, j'allais l'oublier, c'était surtout de être certain d'utiliser les récentes avancées scientifiques. Par exemple, ce qu'on appelle le kilomètre scale un system modeling, ou bien la modélisation à l'échelle de 1 km, où il y a eu des progrès massifs ces dernières années. Donc, par exemple, il y a des programmes tels que le World Climate Research Program Lighthouse Activity, c'est-à-dire que le programme mondial sur le climat a lancé de nouvelles initiatives qui ont un potentiel pour les services climatiques. Par exemple, je vais vous parler de Digital Earth, c'est-à-dire faire des simulations vraiment à très haute résolution. Où on a la série de simulations CEMIP qui sont utilisées pour le GIEC. Pour les questions d'adaptation et d'atténuation, ces informations sont importantes, donc il faut rester connecté avec la communauté scientifique. Et puis, il y en a bien d'autres, Cordex et autres. Et puis, un élément important qui semble être vraiment sur la table maintenant, c'est l'usage de l'intelligence artificielle et du machine learning. Comment on peut mieux utiliser ça pour les services climatiques. Donc, j'arrive là, et puis juste pour conclure, je vais rapidement présenter, mais brièvement, quelques applications qui sont en cours dans la région Caraïbes, Pacifique et Afrique. Donc le premier, c'est un programme qui s'appelle CLIMSA, c'est un programme qui a été financé par l'Union européenne à hauteur de 85 millions d'euros, où il y a plusieurs partenaires. L'OMM est un tout petit élément dedans. Et ce programme, il a décidé de renforcer les capacités de production des services climatiques dans ces trois régions, l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, dans le cadre de l'OMM, ce programme a permis de, si vous voulez, développer ce qu'on appelle la prévision saisonnière objective. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir une prévision qui est basée sur des modèles, qui est basée sur des données régionales, on va dire, vérifiées, contrôlées. Une approche où également on comprend bien la variabilité et la prédictibilité du climat, une approche où on fait beaucoup d'évaluations et de la sélection de modèles parce que parmi tous les ensembles qu'on a, sur certaines régions, les performances de ces ensembles, de ces modèles sont différents et il se peut que dans chaque région, le meilleur ensemble ne soit pas le même d'une région à une autre et ainsi de suite. Et donc sur la carte, je présente les régions où nous avons lancé, promu cette approche de prévision objective, saisonnière objectif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que autant cette approche a été mise en place dans les régions comme ça. Récemment, j'étais au Japon, le Japon a pris en place, l'Arctique également. Il y a plein de régions qui le font. Simplement, la question qui est souvent posée, c'est de savoir est-ce que les approches empiriques ne sont pas plus efficaces. Donc, il y a une discussion scientifique ici, mais l'idée dans les autres régions comme ça, c'est d'être sûr que si on a une approche objective des prévisions saisonnières, on pourra développer des produits dérivés de manière objective.
Bon, ça c'est juste un exemple sur la région Afrique de l'Est, mais je vais passer là. Et puis, juste pour signaler, je vais peut-être finir par là, c'est ce qui est très important, en tout cas du point de vue de l'OMM, c'était la notion d'engagement avec des partenaires. Donc ça, c'est un exemple dans un projet un peu similaire qui s'appelle Focus Africa, où l'idée ici, c'est de développer des systèmes, des produits, des services climatiques, mais pour usagers vraiment ciblés. Et donc, c'est un projet qui se passe sur l'Afrique du Sud, avec 5 pays, la Tanzanie, le Mozambique, le Malawi, l'Afrique du Sud, où on a identifié 4 secteurs où on a essayé de développer des produits appropriés. Et dans cet exemple, c'est le secteur de l'énergie en Tanzanie, où des partenaires, donc la météo nationale, les agences qui produisent de l'énergie, et même le Met Office anglais, se sont associés. Ils se sont engagés pour bien comprendre les besoins de ce secteur. Ils ont identifié les besoins du secteur hydropower, du secteur de l'éolien, et puis la nécessité de downscaling les prévisions saisonnières, et surtout de comprendre les défis. Et enfin, à la fin, ils vont proposer des indicateurs pour gérer, pour gérer les centrales hydroélectriques dans cette région. En gros, l'idée ici, c'est de dire on est parti simplement d'un engagement ou bien d'une discussion entre différentes communautés, comprendre les besoins et puis essayer d'apporter des réponses. Bon, je vais faire une pause ici et puis je serai à vos dispositions pour toutes les questions. Merci. Merci beaucoup, Wilfran, pour ce panorama global. J'invite les personnes présentes à poser les questions qu'ils veulent. Et je vois une personne de Météo France lever la main, donc je vous donne la parole. Oui, bonjour. Donc c'est Sophie. J'espère que c'est bien moi. Je ne vois pas tout le monde. Donc Sophie Martinoni-Lapierre, je suis la directrice de la climatologie et des services climatiques de Météo France. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très complète, Wilfran, sur l'état un petit peu de développement des services climatiques dans ces différentes zones, puis la position de l'OMM. Je voulais faire une remarque plutôt que poser une question. C'était que à Météo France, on a une appréciation un peu plus restrictive du terme service climatique. Je parle là pour la partie opérationnelle. Tu as utilisé ce terme, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que nous, on parle tous les jours de production opérationnelle. Mais quand on emploie le terme service climatique, on fait référence uniquement à des services qui intègrent le climat futur. Quand on parle du reste de notre production, on va parler de production de suivi climatique ou de production climatologique finalisée dans notre jargon. Et je vois que l'appréciation de l'OMM, enfin, c'est pas nouveau, mais elle est beaucoup plus large, elle couvre tous ces champs-là en fait, alors que voilà, nous, dans notre appréciation de services opérationnels climatiques, on s'intéresse vraiment à la prospective climatique en fait. Juste cette petite remarque, mais c'est important parce que dans le cadre, alors j'oublie toujours les acronymes, le GFCS, le cadre, le framework pour les climate services, là, quand on répond aux enquêtes de l'OMM, je pense qu'on n'a pas toujours la même appréciation et du coup, on n'est peut-être pas affiché à la bonne, comment dire, au bon niveau et il faudrait peut-être qu'on en discute. Voilà, donc ma proposition, ça serait éventuellement de te proposer un échange à ce sujet pour approfondir ça. Merci beaucoup, avec plaisir. Si je comprends bien, il y a peut-être d'autres directions de Météo France qui seraient liées aux définitions de l'OMM, du coup. D'autres directions, sans doute, oui. Après, la direction de la climatologie et des services climatiques, elle produit aussi la partie prévision saisonnière et les productions que j'ai appelées productions climatologiques ou les productions de suivi climatique. Du coup, ça reste quand même, enfin, une grosse partie de l'activité est quand même dans l'équipe que j'encadre. D'accord. Merci beaucoup. Je vois une question de Benjamin, main levée de Benjamin. Oui, bonjour, merci beaucoup. Merci Wilfran pour l'exposé. Je me posais une question sur est-ce qu'il y a des exercices d'évaluation des prévisions qui ont déjà été faites? Parce on voit régulièrement, donc, pour El Niño, pour les prévisions saisonnières ou même pour des événements particuliers,
prévisions qui sont émises, mais pourtant, il reste toujours des gros impacts, des gros dommages qui sont associés à ces événements, même pour ceux qui sont bien prévus. Et je me demandais en fait s'il y avait des exercices qui étaient faits sur un certain nombre d'événements passés pour lesquels on pourrait évaluer à la fois la qualité de la prévision, la qualité de la communication de la prévision, la façon dont ça a été, dont les réponses ont été prises par les gouvernements ou comment les acteurs ont pu ou pas prendre en compte les prévisions. Je me demande si on avait des éléments là-dessus, des exercices qui pourraient être faits sur des historiques d'événements. Bonjour Benjamin et merci beaucoup pour ta question très difficile. Et en fait, c'est un des éléments qui est la raison de la prévision saisonnière objective. Parce que dans le développement de la prévision saisonnière objective, l'idée c'était de dire, puisque c'est objectif, il faut qu'on soit capable de vérifier. Après, il y a des gens en Afrique de l'Est qui le font. Alors, je n'ai pas présenté, par exemple, l'ICPA, qui est le centre régional pour l'Afrique de l'Est. Ils ont commencé depuis 2019 à évaluer leurs prévisions, enfin, les champs, c'est les champs pluie. Mais dans beaucoup de centres, ça ne se fait pas. Or, l'idée, c'est d'essayer d'amener les centres à essayer d'avoir cette manière régulière de vérifier. Alors souvent, ils ne le font pas, ce n'est pas de mauvaise foi, c'est parce que derrière, il y a toute une problématique d'accès aux données de validation, de meilleures données pour la région, et ainsi de suite. Donc, ils nous demandent de d'abord renforcer leur capacité à suivre les événements pour avoir des éléments. Mais bon, oui, je pense que c'est une direction qu'on devrait avoir parce que c'est difficile de tout le temps justifier les prévisions alors qu'on ne les a pas vérifiées. Enfin bon, je sais que ça pose un problème. Je parlais de la prévision saisonnière. Après, sur le décennal, et là, on n'a encore rien, c'est nouveau. En gros, ici, le problème, c'est la méthodologie. Comment on vérifie le décennal? Est-ce qu'on le fait comme on le fait avec le saisonnier ou comme on le fait avec le changement climatique? Il y a des questions scientifiques ici qu'il faut savoir. Bon, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il y a des gens, comme le décennal est fait par le UK Met Office, j'ai vu l'équipe de Adam Case qui discute sur les moyens de vérifier, valider. Or, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que on a dit qu'il allait faire très chaud, ça se confirme. Je pense qu'on n'a pas posé plus de questions. Enfin, en termes de température, mais en termes d'impact sur les pluies, on est vraiment, je ne sais pas si on est au bon endroit, on est peut-être à côté de la plaque. Merci. Après, enfin, je parlais pas juste de l'évaluation des prévisions météo ou des prévisions saisonnières, mais c'est aussi les décisions qui étaient prises vis-à-vis de ces décisions. Moi, j'ai souvent l'impression que les prévisions saisonnières, elles marchent assez bien en fait pour certains événements de canicule ou justement des événements qui peuvent être liés à El Niño ou à La Niña. Et je parlais aussi de la façon dont on pouvait vérifier, en fait, est-ce qu'il y avait des décisions qui étaient prises vis-à-vis des alertes qui pouvaient être émises par la présidence. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évaluer ça? Euh, je ne sais pas trop. Est-ce que ça ne dépend pas du mécanisme à l'intérieur du pays? Je suppose que les exigences sont différentes de région à région. Si ceux qui penseront à évaluer comment les décisions ont été prises, c'est peut-être après, on va dire, une année, on va prendre l'Afrique de l'Est encore, où on a eu 4 années de sécheresse. Je pense que là, il y a vraiment la nécessité de savoir, bon, est-ce qu'on a bien réagi? Je ne sais pas. Mais dans d'autres régions où on n'a pas eu ces mêmes impacts, peut-être que la nécessité, je ne sais pas. Je pense que c'est au gouvernement ou à la communauté locale de suivre ça. Mais vraiment, ça serait quelque chose de bien, au moins on serait transparent. Merci beaucoup. Merci. J'ai vu une main levée de Sandrine Anctin. Bonjour Wilfram, Bonjour Sandrine. ravi de te voir à l'écran. Merci pour ta présentation. En fait, j'avais une question quasi analogue à celle de Benjamin, parce que c'est vraiment des questions qu'on a sur l'évaluation et sur l'effet transformant en fait de ces informations climatiques. Et si on reste sur ta dernière diapo, là, qui est quand encore à l'écran, où donc tu nous fais part de ce projet où les États travaillent, les centres météo travaillent en interaction très étroite avec donc des secteurs essentiellement de l'énergie, si je comprends bien, de ce projet. Donc ça, c'est un projet qui est en cours peut-être. Justement, est-ce que vis-à-vis de l'effet transformant ou
les bénéfices que peuvent avoir ce type d'informations sur un secteur de l'énergie. Est-ce que ça fait partie justement des projets? Oui, tout à fait. Ouais. Et également, excuse-moi de te couper, et également, donc là, il y a le cadre de ce projet, donc sur une durée donnée. Qu'est-ce qui est envisagé pour le plus long terme, pour garder cet effet, cette notion de co-construction et d'implication des acteurs dans cette élaboration d'informations utiles et transformantes? Ok. Encore, bonjour encore Sandrine, merci beaucoup pour la question. Donc je vais commencer par la première partie, les impacts socio-économiques. Et en fait, c'est intéressant parce que là, enfin, ça c'est à mon sens, l'un des défis ou peut-être l'une des limites du cadre mondial sur les services climatiques, en tout cas dans sa première phase, c'était le fait de ne pas atteindre ce qu'on appelle le last mile, qui était le socio-économique bénéfique. En fait, on avait pratiquement ignoré cette partie. Ce projet essaie de le mettre en place. Mais ici, comme le projet en cours, je ne sais pas, j'imagine que à la fin de ce projet, ils vont essayer d'évaluer l'impact socio-économique sur le secteur de l'énergie pour la Tanzanie. Je ne sais pas, il faudrait vraiment attendre la fin du projet. Mais c'est une des exigences de ce projet. Parce qu'en fait, c'était pour essayer de répondre aux limites du cadre dans sa première partie où cette question était vraiment du tout pas abordée. On faisait tout, du moment qu'on apportait l'information sur la table du décideur, on disait point final. Et puis le reste, simplement aussi parce que ça demandait des sociétés, des communautés ou bien des expertises en impact socio-économique. Au niveau de l'EMM, on n'a pas trouvé. Je mettais en place certains des commissions, certaines des groupes d'experts dont j'ai la charge. J'avais la notion, enfin, je recherchais des experts en socio-économique impact. Il y a peu de pays qui ont proposé des experts dans ce sens. Alors, je pense que la difficulté, c'est souvent d'avoir la compétence et puis de pouvoir répondre à ça. Et puis la deuxième que tu as, en fait, je l'ai marqué sur la diapo, sustainability. En fait, c'est ça le gros problème. Comment on va s'assurer que ça va continuer dans le temps? Dans les chats, dans les défis ici, j'avais marqué, bon, ça, j'espère que, comme je ne suis pas dans toute la discussion avec les partenaires, il y aura peut-être des recommandations, comment ils vont faire pour que ça soit maintenu. Et souvent, enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais souvent, la réponse qu'on entend souvent, on veut plus d'argent. Je n'accepte pas ça, mais enfin, j'espère qu'ils vont proposer quelque chose d'autre. Merci. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui. C'est pas ça. Petite, parce que je vois une main levée. Donc, non, je laisse la parole aux autres alors. Alors, je vois une main levée, mais c'est un acronyme, je pense que c'est Météo France DC, SCEMADA, et voilà, je leur donne la parole, mais je ne sais pas qui est derrière l'acronyme. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais intervenir parce que je reviens d'un workshop organisé par le RIF, donc c'est Regional Climate Information for Society, qui est donc un nouveau core project du WCRP dans lequel l'OMM est impliqué. On a discuté de la robustesse de l'information climatique pour la prise de décision. Et au-delà des aspects qui concernent les données climatiques, c'est largement l'interaction avec les utilisateurs qui a été discutée. Donc, c'est très encourageant de constater qu'en fait, l'OMM intègre déjà énormément des concepts qui ont été discutés. Et donc, ma question, c'était un peu, selon vous, quel est le positionnement donc, du RIF dans cet environnement global et qu'est-ce qu'il peut apporter? Merci. Merci beaucoup pour une question intéressante. Et puis j'espère que la conférence s'est bien passée avec Bruce, parce que j'ai été invité, mais je n'ai pas pu le faire. Oui, alors le risque est très important pour une raison essentielle. Le risque fait partie de cette nouvelle orientation du WCRP de s'intéresser aux questions de société et d'impact sur la société. Donc,
on a décidé au niveau de l'OMM de faire en sorte que on ne duplique pas les efforts, c'est-à-dire que vous avez vu, on a sur une de mes diapos, j'ai présenté ces forums, moi j'ai appelé ça Regional Climate Forum, ces forums qui vont permettre d'engager des discussions avec différents secteurs sur différents échelles de temps. C'est pratiquement quelque chose qui se retrouve au niveau du RIF. Or, l'idée pour nous, c'est d'être sûr que bon, ces processus qui sont établis depuis très longtemps et puis qui fonctionnent dans une certaine mesure ne fassent pas de l'ombre et puis surtout bénéficient des avancées du WCRP. Donc moi, je vais rester à l'interface pour voir ce qu'on peut tirer, mais après, chacun a ses prérogatives. Alors, dans mon cas, c'est de m'assurer que les pays ont accès à la meilleure information, pays via les services météo. Dans le cas du WCRP, c'est toute la communauté scientifique. Donc, c'est peut-être là la petite nuance, mais franchement, c'est une très belle initiative du WCRP. C'est pour ça qu'on essaie de collaborer avec. Merci. Merci. Alors, Sandrine, si tu veux poser ta petite question supplémentaire. Oui, en fait, lorsqu'on parle d'information climatique, services climatiques, on a souvent une approche très sectorielle. Donc, on va s'entourer on va se rapprocher d'un secteur donné, même s'il y a plusieurs acteurs autour de ce secteur, et puis ensuite d'un autre. Donc, là, on a parlé de l'énergie, de l'agriculture, tu as mentionné le tourisme, etc. Est-ce qu'au niveau de l'OMM, vous avez une réflexion sur des approches intersectorielles, voire même sur voilà, et plutôt à des échelles territoriales ou à des échelles, voilà, sur des informations climatiques pertinentes pour un territoire donné, que ça soit un pays ou un territoire plus petit ou plus grand, etc. Et avoir une vision, sortir du sectoriel, sortir de la réflexion par silo, qui peut éventuellement conduire à des informations qui parfois, je ne sais pas, si on prend par exemple sur l'énergie, on peut très bien, si on ne prend pas en compte par exemple le multi-usage de l'eau, on peut très bien arriver à des informations qui conduisent à des solutions et des engagements qui soient délétères pour l'autre secteur, quoi. Voilà. Donc, comment avoir cette approche intersectorielle? Est-ce que c'est des réflexions que vous avez au niveau de l'OMM? Encore merci, Sandrine. Oui et non. La réflexion sur l'intersectoriel, enfin, au départ, on l'a intégré via le cadre national parce qu'on a fait l'hypothèse naïve que si on avait un cadre national des services climatiques efficace, tous les secteurs pourraient communiquer. C'est peut-être pas comme ça, mais en fait, on s'est dit il faudrait qu'on ait d'abord un cadre législatif qui permette la collaboration de secteurs. Alors, j'ai pris l'exemple, par exemple, de certains pays en Afrique où météo et environnement ne se parlent pas. Il faudrait qu'au niveau de ce pays, il y ait quelque chose, un mécanisme ou une plateforme qui permette. Mais en t'écoutant, je m'aperçois que même si on avait un cadre national qui fonctionnait, peut-être que l'intersectoriel ne serait pas toujours bien pris en compte. Je ne sais pas, on va essayer de mettre ça, mais vraiment c'est bienvenu ta suggestion. Je vais essayer de discuter avec les experts. Encore une chose aussi à savoir que quand on dit l'OMM, ce n'est pas vraiment les MMM, en fait c'est les commissions techniques de l'OMM qui proposent les directions et puis qu'on renvoie à l'OMM. En fait, il y a un travail d'équipe avant et puis le secrétariat nous on met en œuvre en général. Donc, on va essayer d'instiller les discussions. Merci. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'ai une dernière petite remarque peut-être pour conclure. Dans le programme TRAX, on a fait le choix de non seulement essayer d'aller vers des techniques pour obtenir l'information sur l'échelle kilométrique dont tu as parlé, mais à l'échelle régionale ou locale. Ça, c'était un premier choix. Donc, on reconnaît le fait qu'il faut aller vers le kilométrique et on y va. Mais on insiste beaucoup sur la quantification de l'incertitude des changements climatiques. Et donc, pour nous, quand tu parles de meilleure information possible, ça fait partie de la meilleure information possible. Alors, j'avais envie de te faire réagir dessus. Est-ce que, en plus pour l'OMM, pour le côté météo, on a un côté quantification des incertitudes qui est dans la culture des prévisions météo,
Est-ce que ça fait partie pour toi de la meilleure information possible de pouvoir quantifier les incertitudes sur le changement climatique et ses impacts? Ça, c'est très difficile. Je vais essayer de prendre, comme on dit en anglais, un autre chapeau, parce que j'ai assisté à la discussion à Kigali, à WCRP Event, où on a eu cette grosse discussion sur le kilomètre scale. Alors, je vais essayer de répondre différemment. C'est vraiment délicat parce qu'on a, enfin, dans mon esprit, je prends peut-être un exemple qui va peut-être parler. J'ai une simulation à 1 kilomètre qui vaut ce qu'elle vaut en pratiquement rien dans certaines régions, pour des raisons qu'on peut comprendre. J'ai un gouvernement de ce pays qui dit, voilà, moi, j'ai un groupe qui me donne des prévisions à 1 kilomètre qui montre toutes les parties de mon pays, c'est celle que je prends. Or, qu'elle soit quantifiée ou pas, c'est lui qui prend la décision. Donc, je me dis, on va dire que c'est la meilleure, c'est l'information disponible qu'il a sur la table, mais tant qu'on ne lui dit pas que nos modèles à 100 km avec incertitude sont peut-être meilleurs, plus robustes, lui, il prend ce qui montre la côte, les montagnes dans son pays, et puis c'est lui qui prend la décision. Donc, c'était la discussion à Kigali, où beaucoup d'États se sont offusqués de nos efforts à tout le temps faire de la quantification, dire qu'il faut que ça soit multi-ensemble, que ce soit machin. Ils disent, moi, j'ai une information qui me montre le pays, voilà pour les pays insulaires, j'ai des projections qui me montrent les contours des côtes et tout. Il prend celle-là. Après, tous les scientifiques savent que ce n'est pas la meilleure, mais c'est celle qui est sur la table. Donc, c'est pour ça que je disais que j'hésitais un peu dans ma réponse. Enfin, je suis à l'OMM, je ne vais pas dire que ce n'est pas la meilleure information disponible. Je vais dire qu'on peut faire mieux. Voilà. Bah, très bien, ça conclut très bien, je pense, ce webinaire. Merci beaucoup à toi et puis on continuera, je pense, à collaborer et à discuter ensemble. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous. Donc, nous nous retrouverons le 31 mai pour un webinaire qui sera organisé par le PCC justement sur la quantification d'incertitudes. On fait la transition. Voilà. Et puis d'autres news. Donc, le lancement des projets ciblés 1 et 3 sur les services climatiques et leur co-développement à Grenoble du 15 au 17 mai, donc très très prochainement. Et puis Wolfram, tu es disponible, tu es le bienvenu. Oui, avec plaisir, merci. C'est pas très loin de Genève en tout cas. On n'est pas très loin de Genève, on n'est pas, voilà. Puis donc nos prochains webinaires, 31 mai et 21 juin. Voilà, beaucoup. Merci à tous et bon appétit pour ceux qui sont sur le créneau français. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Wilfran et merci à tous d'être venus.